Bon, ben, merci beaucoup. Je suis très heureux de faire cette conférence. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot parce que je ne suis pas du tout conférencier et c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Donc ce que j'ai voulu, c'était mettre quelques images pour vous parler des lustres à travers l'histoire, à travers la lustrerie et à travers les métiers qui sont autour de la lustrerie. Pour certains, vous avez eu une conférence il y a peu de temps dans ce cycle de 3 conférences sur les bronzes dorés du 18e. Donc j'ai fait attention de ne pas parler que de ça, parce que je pourrais passer 2 heures à parler que de ça. Et vous allez avoir une autre conférence sur le cristal. Donc voilà, si vous pensez que je n'ai pas assez parlé du cristal et des bronzes 18e, c'est volontaire. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit voyage à travers l'artisanat à l'industrie, c'est-à-dire les gens qui ont fabriqué des lustres. On va commencer par une image. C'est assez amusant parce que j'ai souvent rencontré le plus vieux lustre du monde, comme j'ai très souvent rencontré le plus grand lustre du monde. Il y en a beaucoup qui sont en concurrence. Et très souvent, on m'a dit, viens, on va te montrer le plus vieux lustre du monde. Et en fait, je crois que c'est celui-là que j'ai vu, qui est le plus vieux lustre du monde. Il est à Cortona. C'est une lampe à huile, mais c'est une lampe à huile suspendue avec beaucoup de lumière qui se veut être un lustre. Et il est vraiment connu dans les bouquins comme étant le plus vieux lustre du monde. C'est amusant ce lustre. Alors, il y a l'effet reflet. Il faut imaginer qu'il n'y a que la tige et le plateau de lampe à huile. Il est grand à peu près comme ça. Et c'est un lustre qui a eu une mode en 1860-70. Et on a réédité ce lustre. Là, à droite, vous avez une édition qui fait partie des collections de notre musée à la lustrerie, mais qui ne ressemble pas du tout au lustre d'origine. Et en fait, quand je suis allé voir le lustre à Cortona, le fameux lustre le plus ancien du monde, j'ai compris. En fait, on l'a découvert en 1860, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé de ce lustre, et c'est ce dessin qui a voyagé en Europe et qui a permis, grâce à ce dessin, de fabriquer ce lustre d'après le dessin, et qui a créé cette mode au 19e de cette lampe de Cortona. Donc, si vous voulez, ça c'est une lampe à huile. Normalement, quand je parle de lustre, je commence avec des lustres à bougies, parce que pour moi, le lustre, c'est la chose qui est née avec les bougies. Les lampes à huile suspendues, on en a depuis l'Antiquité, et ce n'est pas quelque chose que je lie au lustre. Mais quand vous allez en Italie, et si vous parlez avec un Italien, il va vous expliquer que toutes les plus belles choses du monde sont en Italie, et le plus vieux lustre du monde est aussi en Italie. Une deuxième forme que vous devez avoir dans votre tête, c'est ce qu'on appelle les polycandélons. Donc là, il y en a dans beaucoup de musées. Et là, on est passé après Jésus-Christ, entre 500 et 800 ans après Jésus-Christ. Et vous avez ces grands disques qui servent à tenir des petits bocaux dans lesquels il y a de l'huile végétale ou de l'huile animale. On est encore dans la lampe à huile, si vous voulez. Je n'ai pas encore commencé à parler des bougies. Mais quelque part, c'est des formes de lustre que l'on doit avoir en tête. Et puis, vous avez celui qui est tout en bas, qui est aussi une suspension à lampe à huile, mais qui sont accrochés au plafond et qui sont dans le centre des pièces. C'est pour ça que on va dire que notre tête l'associe à un lustre, c'est le centre de la pièce. On peut même voir ce genre de choses, ce genre d'objets, qui étaient vendus à l'époque par les bouchers, où on avait un espèce de cercle en bois, et le boucher vendait le suie, la graisse, avec lequel on s'éclairait. Et puis, enfin, arrive la chandelle, fabriquée par les chandeliers, et ces chandelles-là sont en suif, donc cette graisse d'animal, c'est pour ça que ça vient en fait des boucheries, c'est là où on a récupéré ces graisses animales. Ce suif va avoir l'inconvénient de faire énormément de fumée et de sentir mauvais. Donc en fait, à ce moment-là, la notion de lustre à chandelle, de lustre à bougie, n'est pas considérée comme un objet de luxe, c'est considéré comme un objet utilitaire. Et puis, la bougie en cire va arriver à la fin du Moyen-Âge, une bougie en cire d'abeille. La bougie va coûter extrêmement cher, elle va avoir une lumière et une odeur de miel, c'est ce que j'ai lu dans des inventaires. Et là, l'objet qui va tenir l'objet qui tient cet objet de luxe, cet objet de symbole de la bougie, va devenir le lustre tel qu'on l'entend. Les bougies coûtent extrêmement cher, donc elles vont essayer d'être remplacées rapidement par la paraffine. Vous savez, qu'est-ce que j'avais mis voilà, la stéarine, merci, voilà. Donc ça, c'est le suie. Et puis, vous avez après la paraffine qui va faire ces bougies blanches que l'on connaît aujourd'hui et qui coûteront beaucoup moins cher. C'est pour ça que les lustres du 19e, dans lesquels on utilise ces bougies, ont beaucoup plus de bougies que les lustres du 18e. Regardez autour de vous, vous avez énormément de lustres sur ces bougies, alors que quand vous avez le même lustre à plaquettes du 18e siècle, ce genre de lustre a 8 bougies
ou 10 bougies maximum, et des grands fers de lance. Et au 19e, les bougies coûtant moins cher, on va multiplier le nombre de sources lumineuses, et la mode va enlever les fers de lance, donc les petits poignards, les petites pyramides que vous avez au milieu des lustres, pour les remplacer par des bougies. Quand on continue à parler de forme de lustre, on se retrouve donc avec ces bougies en cire, avec deux formes de lustre. La forme de lustre, on va dire d'église ou de cathédrale, à droite, avec le serpent qui se bat contre l'oiseau, le bien et le mal, qui sont en fait les lustres d'église, les lustres de cathédrale, et puis la couronne à ma droite ou à ma gauche. Donc là, vous avez celle de notre musée, et là, vous avez l'archive de l'encyclopédie des lustres, qui est en fait une couronne royale, une couronne de seigneur. Pourquoi j'ai mis ces deux lustres-là? On va passer vite, Inès. Pourquoi j'ai mis ces deux lustres-là? C'est qu'en fait, au début des lustres à bougies, qui utilise les lustres à bougies? Ce sont à la fois les lieux de culte et les lieux des seigneurs, des châteaux, parce qu'en fait, ce sont les lieux où la symbolique de la protection. C'est-à-dire que vous vous placez sous la protection du Seigneur pour vous protéger du diable et des péchés, vous placez sous la protection des seigneurs pour vous protéger des envahisseurs, et quelque part, ils montrent leur puissance avec les bougies et les lustres. Donc le lustre, à ce moment-là, ne sert pas à éclairer, mais est un objet de symbole, un objet régalien qui va montrer justement le pouvoir de la personne qui possède cette lumière. Si vous avez les lustres, vous vivez à l'heure que vous voulez. Quand vous n'avez pas les lustres, vous devez vivre à l'heure du soleil. Donc voilà, au Moyen-Âge, là on est 15e, 16e siècle, ces lustres-là. Après, évidemment, on ne peut pas parler de lustres d'église et de lustres religieux sans parler des lustres à la Vierge, ces grands lustres gothiques. Alors on est vraiment au gothique primitif, hein. Comme on a tous entendu parler récemment de Notre-Dame, on sait que le gothique commence au XIIe siècle. Et là, vous avez ces lustres à la Vierge, avec la Vierge enflammée, la Vierge à l'enfant, avec le sceptre, et puis ici, Saint-Sébastien et les archers qui lui tirent dessus. J'ai mis ce lustre-là parce que je l'avais dans nos archives. Je pense que c'est un des plus vieux lustres que j'ai restauré. Il est classé monument historique, et il vient d'une petite église dans un petit village du Tarn. Et en fait, l'église est plus petite que le lustre. Quand on rentre, le lustre a un côté énorme. Mais les seigneurs qui vivaient dans ce village ont promis de faire un immense cadeau à l'église s'ils étaient protégés de la peste. Ils ne sont pas morts, ils ont fait le cadeau. Et il y a cet énorme lustre qui est dans cette église, qui correspond au grand lustre que nous avons en général dans les grandes cathédrales du Nord, Allemagne, etc. Donc, après, alors voilà, ça aussi c'est un lustre de nos collections. Donc ce tableau de Van Eyck nous permet de dater ce lustre antérieur à 1434, puisqu'on sait que le tableau est de 1434. Et on a ce lustre avec ses bougies, qui est le plus vieux lustre que nous avons exposé dans le musée à la lustrerie. Et là, on voit vraiment la chandelle, avec la possibilité d'enlever la chandelle, les lustres qui se démontent. À l'intérieur, la possibilité de mettre de l'encens. Donc, vous voyez le problème de l'odeur des lustres. Alors, si le lustre est utilisé avec des bougies en cire, on n'a pas ce problème d'odeur. Et ce lustre-là, vraiment parle de seigneurs, de personnes importantes que l'on a sur le tableau de Van Eyck. Je pourrais vous parler pendant 1 heure du tableau de Van Eyck, mais je crois que j'ai droit à 1 minute et demie par slide, donc il faut que j'avance. Encore un lustre. Alors, si je vous ai mis ces images-là, c'est pour que vous ayez en tête la chronologie des lustres. Là, on n'est pas encore arrivé au XVIIe siècle, on est encore dans les lustres dits gothiques. Et donc là, vous avez un lustre qui est du XVe siècle, que nous avions dans nos collections à la lustrerie et que nous avons vendu au Centre des Monuments Nationaux pour aller au château de Carouge. Donc aujourd'hui, vous pouvez le voir à Carouge. Et là, on est dans ces lustres, vous voyez, ces lustres gothiques, mais qui n'ont rien de lustre religieux. On a la même forme, mais qu'elle passe des édifices religieux ou des lieux importants du pouvoir. Les lustres sont un petit peu différents. Là, sur le lustre, vous ne le voyez pas bien, mais là, vous avez des chiens, des bergers et un chevalier au milieu. C'est exactement la même logique que le lustre tout à l'heure où on avait la Vierge, l'enfant et Saint-Georges ou bien Saint-Sébastien. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus privé. C'est des lustres qui sont assez rares parce que le métal, le cuivre, le bronze qui servait à faire ces lustres a souvent été réemployé. Donc il n'était pas rare que ces lustres-là soient fondus. Je vous ai mis, puisqu'on parle de gothique, qu'est-ce qu'a donné le gothique après. Donc là, on est au 19e, avec des lustres amusants de notre collection. Un lustre en bois, typiquement gothique du 19e. Un lustre du 20e siècle, avec une lumière électrique au milieu, anglais, parce que le gothique, chez nous, c'est le style des cathédrales, mais dans le reste du monde, c'est un style.
D'ailleurs, c'est amusant, le gothique, dans le reste du monde, s'appelait à l'époque le style français. Et puis là, vous avez un lustre en argent du début du XIXe siècle, qui est une très très belle pièce, toujours dans ce très beau style gothique. Là, je vais vous parler des lustres hollandais. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que c'est ce que vous allez voir tout le temps dans le début des lustres. Quand on parle du début du lustre, on passe vraiment de la lampe à huile au lustre gothique, néo-gothique, en tout cas avec ses formes un petit peu liées à l'architecture gothique. Et puis on arrive à ces lustres hollandais. Pourquoi ils s'appellent hollandais? C'est parce qu'en fait, ils viennent d'une ville dans les Flandres qui s'appelle Dinant, où on a appris à tourner le métal. Et donc la dinanderie, ces lustres en métal tourné vont être très à la mode. Aujourd'hui, Dinant, c'est en Hollande. Et donc, on a appelé ces lustres hollandais, mais à l'époque, ils s'appellent des lustres des Flandres. Et vous avez ce tableau de Werner, qui est du XVIIe siècle, dans lequel on peut aussi dater les lustres. Parce que je me sers énormément des tableaux pour dater les lustres en disant, à cette époque-là, il y avait déjà ces lustres-là, sachant que les lustres étaient mis pour un moment. Il est courant de trouver un tableau, je ne sais pas, des tableaux de la Galerie des Glaces ou des gravures de la Galerie des Glaces, je n'en ai jamais vu deux fois avec les mêmes lustres. Les lustres étaient vraiment mis pour un moment à cette époque-là. Donc là, vous avez ce lustre-là, sans bougie, qui est exposé, et on a comme ça ce lustre hollandais. J'imagine que vous avez tous vu ces lustres hollandais. C'est vraiment, je dirais que dans le collectif, ce sont les lustres les plus anciens que l'on avait avec nous, qui nous ont accompagnés. Là, on est au XVIIe siècle. Inès continue. Voilà d'autres lustres hollandais de cette époque-là. Donc le lustre en métal argenté. Ces lustres très somptueux au milieu, c'est des lustres que nous avons fabriqués pour la cathédrale d'Albi. Alors je vous les ai mis parce qu'ils ont un petit truc amusant. Là, vous retrouvez la couronne royale que vous avez ici. Et au-dessus de la couronne royale, la croix. Parce qu'évidemment, le Seigneur est au-dessus du roi. Quand il y a une hiérarchie, qu'on met les deux, on met la croix en haut. Ce sont des lustres que l'on a refabriqués d'après Archie pour la cathédrale d'Albi. Et puis à droite, un lustre somptueux hollandais. Là, je vous ai mis d'autres lustres hollandais, parce que cette mode de lustre hollandais, quand on en parle, on pense toujours que ça a toujours été fabriqué en Hollande, mais en fait, pas du tout. Ça part de Hollande, et cette mode a fait des lustres partout en Europe. Celui-là, c'est typiquement le lustre hollandais anglais, que l'on retrouve dans tous les monuments historiques anglais. Celui-là est russe, avec cette croix et cette manière de traiter des bougies, et puis vous avez des pics cierges, enfin il y a des petits pics cierges ici, un peu tout mélangé. Et enfin le dernier est espagnol, et là on ne le voit pas vraiment, mais vous avez le portrait des commanditaires du lustre avec une très jolie couronne, etc. Donc c'est pour vous montrer que ces lustres hollandais ne se sont jamais arrêtés. Le prochain slide, vous avez au 19e, où on a continué à fabriquer ces lustres hollandais, où vous avez ici un lustre hollandais de l'hôtel Salomon de Rothschild avec ses gros poissons ciselés. Et à droite, les lustres que nous avons réalisés et restaurés pour la cathédrale Nevski, rue d'Aru, ici à Paris, la cathédrale franco-russe. Mais il y a énormément de lustres similaires au Kremlin, dans toutes les parties religieuses du Kremlin. Voilà, alors c'était pour vous montrer, ce que j'ai voulu faire là, c'était vous montrer la forme des lustres. Dans l'histoire des lustres, vous devez vous frapper ces quelques images pour arriver au somptueux lustre à bougie du XVIIIe siècle. Donc, le XVIIIe siècle, ou le XVIIe à partir de Louis XIV, si vous voulez, c'est vraiment le siècle des objets somptueux, des objets français. Je pense que c'est le siècle où on peut dire que la France rayonne dans le monde entier et où les arts décoratifs français sont le centre du monde. Je pense que c'est ce qu'on vous a dit à la conférence la dernière fois, pour ceux qui y étaient. Et je vais vous parler des commandes royales, de la construction du château de Versailles, évidemment, qui est quelque chose qui met un point de départ à ces grands châteaux de réception et puis ces châteaux défensifs, avec vraiment cette notion de se défendre en montrant son pouvoir plutôt que de se défendre en attendant qu'on vienne vous assaillir. Donc là, vous avez un petit mot que je dois absolument vous dire sur le cristal. On ne peut pas parler d'histoire de lustre sans parler de cristal, et c'est à ce moment-là que le cristal arrive dans les lustres. Sauf que le cristal que l'on a dans ces lustres-là vient de la nature, c'est du quartz, c'est du cristal de roche, et qu'à l'époque, on taille ce quartz pour rendre cet objet encore plus luxueux. Je ne suis pas sûr qu'on taille le quartz pour rendre la lumière, pour diffracter la lumière, comme on a fait après quand on a taillé les cristaux de manière optique. Pour moi, ma logique personnelle, c'est que ce sont des bijoux, ce sont les objets les plus chers de la maison, ils sont en argent ou en bronze doré,
et ils ont des pierres semi-précieuses. On est vraiment dans le registre du bijou. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, les formations qui forment à la lustrerie sont les mêmes que celles qui forment à l'orfèvrerie. Donc on a tout ce travail de ciselure, de monture en bronze, de métaux précieux. Et donc ces lustres, quand vous avez des lustres en cristal du XVIIe et du XVIIIe siècle et que vous lisez uniquement le mot cristal, ou cristal d'eau pure, c'est qu'on est du quartz. Va arriver après le verre pour copier le quartz, et après le cristal moulé ou le cristal artificiel qui va vraiment copier le quartz. Ces lustres que vous avez au-dessus de vous sont en cristal artificiel avec tous les codes de la copie des lustres en quartz du XVIIIe siècle. Je vous montre 3 formes de lustres. Donc les lustres, alors le quartz on le trouve dans les Alpes. Donc tous les lustres à cette époque-là ont un rapport autour des Alpes. Là vous avez le lustre génois où on entoure les bras de petits jets d'eau, de petites fleurs, et c'est extrêmement délicat. La structure n'est pas travaillée, la structure est extrêmement simple. On a ce côté de ces lustres hollandais, on a des structures très simples, et on va coudre ces perles de cristal dessus pour raconter une histoire. Donc là, en l'occurrence, ce sont le printemps, les fleurs, mais ça pourrait être des jets d'eau, des petites fontaines, etc. On s'amuse aussi avec les couleurs. Ça, c'est Gênes, le sud des Alpes. Ça, là, on appelle ça les lustres à lacets ou les lustres français, qui sont plutôt le nord des Alpes, où là, on va faire ce que nous, en interne à la lustrerie, on appelle des barbapapa, vous comprenez pourquoi, qui sont ces lacets de lustre qui vont donner au lustre une espèce d'envergure, de forme, si vous voulez. Il y en a de très beaux au château Maison Lafitte, pour ceux qui iront visiter Maison. Et vous avez cette forme avec toujours ce centre très simple. Là, en l'occurrence, la fleur de lys et le centre du lustre est en bois. C'est un lustre qui est classé monument historique, qui est à la mairie des Baux-de-Provence et qui est absolument original, tout en cristal de roche. Et puis ce lustre évolue doucement vers ces lustres-là, avec un travail beaucoup plus soigné sur la structure du lustre. C'est un lustre dont vous avez un exemplaire ici dans les appartements de l'intendant. Bon, je vous montre parce que c'est vers là-bas. Et donc ces lustres sont faits par une famille qui s'appelle les Metellino, très très connue en Italie, à Milan. C'est là qu'était fait en fait le commerce du cristal de roche. C'était les Milanais qui vendaient ce cristal de roche et il était monté par les bronziers. Et les Metellino fabriquaient des aiguières, des objets absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, on retrouve les anses des aiguières dans ce lustre-là. Mais surtout, on commence à laisser tomber les perles avec des gouttes d'eau et un petit côté fleurs naturaliste pour aller vers vraiment des pétales, des feuilles, des formes qui sont plus travaillées. Je n'ose pas imaginer combien coûtait ce lustre-là à l'époque, mais j'imagine qu'avec les miroirs, c'était les objets les plus chers des demeures royales. Évidemment, quand on parle des miroirs, on est obligé de passer par la Galerie des Glaces. Donc, toutes les demeures royales avaient un cabinet au miroir, une petite pièce remplie de miroirs. Louis XIV a voulu avoir le plus grand cabinet au miroir du monde, donc 357 miroirs. Tout le monde le connaît, c'est la Galerie des Glaces, c'est assez extraordinaire. Et en fait, ce jeu de miroirs et de fenêtres doit absolument refléter quelque chose. Et c'est ces lustres somptueux que l'on a mis à l'époque. Alors, ces lustres-là ont été fabriqués au XXe siècle, mais sur un modèle qui aurait pu être dans la Galerie des Glaces. Parce que quand je vous parlais de la Galerie des Glaces, sur toutes les gravures, on a des lustres différents. On a des lustres à lacets, on a des lustres somptueux, on a des lustres à plaquettes. Mais le choix qui a été fait à l'époque, c'est de choisir un lustre dont le berceau, vous voyez, est extrêmement simple, épuré, et avec de grandes pièces naturalistes en cristal. Aujourd'hui, ils sont en bronze argenté et en cristal artificiel, mais ce que l'on a voulu redonner au public, c'est l'effet de rentrer dans une pièce, vous n'avez que des lustres en argent massif avec de grosses pierres semi-précieuses accrochées. Donc c'est ça l'effet que vous avez. Il faut imaginer que quand on rentrait voir Louis XIV, sous le règne de Louis XIV, le mobilier était aussi d'argent. L'estrade du trône du roi était d'argent. Le roi montait sur une estrade avec un énorme trône en argent, et donc les luminaires étaient à la hauteur du reste du mobilier. Aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on rentre dans un hall de gare vide, entre guillemets, mais à l'époque, il faut imaginer que le mobilier était aussi somptueux que tout le reste et que la peinture n'était qu'un décor. Je vous dis ça parce qu'on a décidé d'enlever les lustres, forcément, pour que l'on voit mieux la peinture. Et donc, c'est dommage, mais ça fait partie de la liberté que l'on a avec des lustres, de pouvoir en jouer, les enlever, les remettre et s'amuser avec. Et c'est assez amusant de les enlever parce que vous avez l'impression d'entrer dans un nouveau lieu qui raconte une nouvelle histoire pour un nouveau moment. Donc voilà, la Galerie des Glaces. Donc là, ah oui, évidemment, mon dernier slide. À ce moment-là, il n'y a pas que des lustres en cristal de roche pour les commandes royales. Il y a aussi le verre qui imite le cristal de roche.
Et les verres à l'époque sont faits avec des oxydes de métaux qui font qu'en fait, les lustres, en vieillissant, en se solarisant, les verres vont changer de couleur. Et donc vous allez avoir ces décors. Alors j'ai mis 2 lustres de notre collection et celui-là qui est au Louvre, où vous allez avoir ces cristaux qui vont vieillir en devenant gris, violet, rose, jaune, fumé, qui sont en fait les oxydes de métaux qui réagissent. Pourquoi ceux-là, les oxydes de métaux sont restés blancs, si vous avez au-dessus de vous? C'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, les Anglais vont nous apprendre à mettre du plomb à l'intérieur du verre, et ça va devenir ce qu'aujourd'hui nous avons en tête comme cristal, en fait. Pourquoi du plomb? Juste un petit mot sur le cristal, je sais pas, bon, je sais que j'ai pas le droit de faire ça, mais non, normalement on vous en a parlé la semaine dernière, mais en fait, si vous voulez, pour faire des cristaux, il faut des fours. On est au XVIIe siècle, les fours sont à bois, et en fait, en Angleterre, avec le bois, ils font les bateaux. Et les bateaux en Angleterre, c'est la défense. Donc à un moment, on leur demande de ne plus utiliser pour faire des fours de verre du bois, et ils vont utiliser l'ancêtre du pétrole, de la houille ou des choses qui sont très polluantes, et ils vont chercher à purifier leur verre. Et donc c'est en cherchant à purifier leur verre qu'ils vont avoir l'idée de mettre du plomb dans leur verre. Ça va devenir le cristal artificiel. Vous savez que le plomb a une température de fusion très basse, et en fait, après ça, les cristaux vont se tailler comme du caramel ou comme du beurre. Et c'est pour ça que les lustres anglais sont des lustres en cristal taillé, alors que nous, les lustres français, on va y revenir, c'est toujours une armature de bronze, une armature très très noble, qui soutient des pierres. On est rentré dans cette logique. On n'a pas un objet en verre, on a un objet en métal qui soutient des pierres. On va continuer avec ces très beaux objets. Alors encore, comme quoi j'ai mis trop de slides, tu avais raison Inès. Hein. Donc ça, ce sont des lustres du Petit Trianon que nous rééditons. Et vous avez un lustre somptueux, Louis XVI, en cristal de roche. Alors ce qui est amusant de savoir, moi qui les restaure, ces lustres, qui les vois passer à la lustrerie, en fait, énormément des cristaux datent du début du XVIIIe siècle, voire de la fin du XVIIe siècle, et les cristaux sont réemployés. Donc quand les modes changent, on récupère son cristal pour le monter sur de nouveaux lustres. Vous avez ici, notamment à l'Hôtel de la Marine, un très beau lustre fin 18e, fin 18e, c'est quand on parle avec les experts, la fin d'un siècle, c'est pas forcément avec les 3 zéros, mais le cristal est un réemploi de cristaux anciens. Les Rothschild étaient très connus pour ça, pour réutiliser les cristaux anciens et les remonter sur des lustres au 19e siècle. Et moi, j'ai vu dans des collections des choses très très belles. Vous savez, les espèces de boîtes en bois que l'on a des ménagères de nos parents, avec le velours à l'intérieur. À l'époque, on avait ça pour mettre les plaquettes de lustre. C'est-à-dire que selon qui venait nous voir, on avait du verre, et selon qui venait nous voir, on mettait les plaquettes en cristal de roche. Notamment avec un système d'accroche, un peu comme les boucles d'oreilles des dames qui ont les oreilles percées, une espèce de queue qui rentrait dans un trou. Et comme ça, on enlevait ces cristaux qui avaient une valeur complètement folle, et on les mettait que quand on avait une visite importante. J'ai promis de ne pas parler beaucoup des cristaux, donc j'arrête. Voilà, on va parler des maîtres et des jurandes. Ce qu'il faut comprendre quand on est lustrier, c'est qu'en fait, on marche dans les pas des grands maîtres du XVIIIe siècle. Et c'est vraiment avec beaucoup de prétention que je dis ça, parce qu'il y a peu de métiers qui font ça. C'est comme si j'étais sculpteur de marbre en Italie et que je réédite les objets de Michel-Ange. Nous, les plus grands maîtres, ont fabriqué les plus beaux lustres au XVIIIe siècle, et les jurandes ne vous permettaient pas de sortir de votre spécialité. C'est-à-dire que si vous étiez ciseleur, vous étiez ciseleur et vous ne faisiez pas d'ébénisterie. Et si vous étiez ébéniste, vous ne faisiez pas de métal. Sauf un maître, dont le nom est resté célèbre grâce à l'école Boulle, c'est André-Charles Boulle, qui est un ébéniste de la fin du XVIIe siècle, qui travaille beaucoup pour Louis XIV, et qui va être protégé par Colbert, enlevé des jurandes pour avoir la liberté de fabriquer ce qu'il veut. André-Charles Boulle fera partie d'un voyage, alors que l'histoire, est-ce que c'est une romance ou est-ce que c'est la vérité? Il y a plusieurs écoles. Louis XIV aurait envoyé des espions en Italie pour percer le secret des Vénitiens. Le secret des Vénitiens, ce sont les miroirs. À l'époque, quand vous voulez faire un cabinet au miroir, vous achetez des miroirs à Venise, ça coûte extrêmement cher. Ils ont le monopole, d'où le côté très luxueux de ces miroirs et de ces salons au miroir. Louis XIV a envoyé des émissaires pour voler ce secret-là. Ils vont revenir avec le secret et on va créer la manufacture royale de miroirs qui deviendra Saint-Gobain. Dans les valises de ces espions, il y avait André-Charles Boulle, jeune ébéniste, qui lui va revenir avec énormément de choses en tête, dont la marqueterie. La marqueterie au XVIIe en Italie, c'est des marqueteries de pierre. Et voilà ce que va nous faire André-Charles Boulle. Ce sont des meubles que tout le monde connaît parce que cette mode-là ne s'est jamais arrêtée. C'est un jeu de métal et d'écailles de tortue qui crée une marqueterie. Donc vous avez toujours ces meubles-là en négatif et en positif.
Il y a l'autre côté ou l'autre meuble dans lequel l'écaille de tortue est ici et le métal est là. Ces meubles sont d'une grande modernité pour l'époque. Imaginez qu'on passe des meubles tournés ou des meubles sculptés à ce côté extrêmement somptueux. Et l'histoire française aime à dire qu'en fait, la première commode de l'histoire, c'est ce meuble-là, c'est-à-dire que c'est un coffre à tiroir, et que c'est la première commode de l'histoire. Je l'ai lu dans beaucoup de livres, et on ne m'a jamais dit l'inverse, mais quand je vais en Italie, ils m'expliquent que c'est eux qui ont tout inventé, ou dans certains pays, donc j'ai un peu l'impression que c'est le côté français. Mais voilà la première commode de l'histoire. L'authentique de cette commode, je l'ai vue aussi à plein d'endroits. Il y en a une au château de Versailles, il y en a une dans les musées américains, il y en a un petit peu partout. André-Charles Boulle a été très prolifique, mais le fait d'utiliser beaucoup de métal, les écailles de tortue et le métal, il sortait de ses jurantes, de son métier dans lequel il avait été reçu maître l'ébénisterie, et Colbert l'a protégé. D'où André-Charles Boulle va nous faire énormément d'objets en bronze, et notamment les lustres Mazarin. Ah, je vous ai mis le bureau avant, vous avez vu le petit bureau rouge, c'est parce qu'on appelle ça aussi un bureau Mazarin. Et ces lustres-là, on les appelle les lustres Mazarin. Donc là, vous avez 3 très beaux lustres Mazarin, un qui est au Louvre, un qui est au château de Champs-sur-Marne, et un qui est au château de Vaux-le-Vicomte, aussi à l'Institut de France, et que nous avons réalisé il y a quelques années pour l'orangerie du château de Sceaux. Voilà l'orangerie du château de Sceaux avec ses lustres d'André-Charles Boulle. Ce sont des lustres extrêmement sophistiqués pour l'époque. Souvenez-vous qu'on est passé des lustres tournés à cette sophistication de ciselures, de visages, de rinceaux, de feuilles d'acanthe, et ces lustres sont absolument magnifiques. Et ce qu'il faut quand même se souvenir, c'est qu'ils ont été faits par un ébéniste, et pas par un monteur, un ciseleur ou un maître bronzier. Après André-Charles Boulle, il faut que je vous parle des grands chefs-d'œuvre sous les Jurandes. Donc comme vous avez déjà eu la formation, enfin la conférence sur les bronziers, j'essaye d'être rapide, mais c'est un petit peu mon époque préférée, donc c'est difficile de passer outre. J'ai envie que vous ayez plein les yeux à la sortie de cette conférence de ces objets qui ont vraiment fait l'histoire de France. Là, notamment, vous avez un lustre qui est à l'Institut de France, la bibliothèque Mazarine. C'est une paire de lustres. Et donc, ce lustre-là, qui est baroque, Louis XV, hein, complètement style rocaille. Et en fait, vous avez 3 amours qui offrent 3 tours. Les 3 tours, c'est le symbole du marquisat de Pompadour. Louis XV va offrir à Madame Poisson sa jeune maîtresse et va la faire devenir marquise de Pompadour. Pour vous donner un ordre d'idée, offrir un lustre à cette époque-là, c'est comme aujourd'hui offrir l'objet le plus somptueux que vous pouvez trouver. C'est ce qu'offre le roi à sa maîtresse. Donc on est dans du niveau là. Vous avez un petit ange avec, ou un amour, c'est un amour, un ange, je ne sais plus si lequel a les ailes, avec un corps de chasse, parce qu'ils se sont rencontrés dans une partie de chasse. De l'autre côté, vous avez les perdrix, symbole justement du roi et sa maîtresse, de l'amour. Et enfin, Cupidon, pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est une de mes pièces préférées. Je crois que c'est la pièce de réédition d'Ancien que j'ai mis le plus longtemps à fabriquer. La première fois que j'ai réédité ce lustre sur l'original, qu'on a eu la chance d'avoir à la lustrerie, j'ai mis 2 ans. Et j'étais très heureux de faire ça. Je voulais le garder pour notre musée. Et puis, un salon qui a utilisé la Pompadour à Paris a récupéré le lustre. Donc voilà, j'en ai fait un autre pour notre musée. Là, vous avez aussi, toujours dans le style Louis XV, dans l'époque Louis XV, une lanterne qui a fait couler beaucoup d'encre. Je ne suis pas sûr que cette lanterne ait vraiment existé. Elle est au pavillon français au château de Versailles. Elle est octogonale comme le pavillon français. Et pour faire cette lanterne, nous n'avions qu'un inventaire où il est marqué qu'il y avait une lanterne baroque, champêtre, avec des guirlandes de fleurs. Donc, avec cette phrase-là, M. Hayek, à l'époque, le patron de Breguet, puisque c'était un mécénat de Breguet, la restauration du Petit Trianon, m'a demandé d'extrapoler une lanterne. C'est ce que j'ai fait avec la conservation et l'architecte en chef à l'époque. Donc nous avons pris le modèle de la lanterne baroque de Jacques Caffieri. Jacques Caffieri est l'artiste qui a fait le lustre de la marquise de Pompadour. J'aurais dû commencer par ça. Nous l'avons inventé à 8 pans. Nous avons repris les décors des guirlandes que l'on voit, alors on ne le voit pas sur cette image, mais qui sont à l'intérieur du pavillon français. Nous avons fait avec des porcelaines, puisqu'à l'époque la porcelaine existe. Depuis la marquise de Pompadour, nous avons une manufacture de porcelaine en France, qui est Vincennes, et qui deviendra Sèvres. Donc c'est assez logique d'avoir ce travail-là. Et nous avons mis cette lanterne au milieu de cette architecture néoclassique, qui a été dessinée par le même architecte que le bâtiment dans lequel nous sommes, et qui ne correspond pas à l'architecture du bâtiment, mais qui correspond complètement à l'inventaire. Donc j'attends de trouver quelle lanterne il fallait mettre dans ce lieu-là pour récupérer la mienne et de refabriquer la lanterne qu'il fallait.
Je vous ai montré ça pour vous montrer le style Louis XV, baroque, inspiré de la nature. Après, on découvre Pompéi Herculanum, et le style va passer à néoclassique. Les lignes vont être droites, tout va ressembler à des balustres, des feuilles d'acanthe, etc. Et donc, on bascule du style asymétrique que vous avez vu tout à l'heure sur un style beaucoup plus sophistiqué. Ça, c'est le lustre du salon doré de Marie-Antoinette à Versailles. Je ne vous ai pas dit, mais en fait, tous ces lustres-là, nous les rééditons. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de la prétention à travailler sur les objets des maîtres. Parce que quand vous rééditez un lustre de Feucher, un lustre de Thomire, un lustre de Gouttière, Caffieri, le niveau est tellement haut qu'en fait, vous comprenez pourquoi ils ont mis toute leur vie pour devenir maîtres. Et quand vous faites ça avec un atelier d'une trentaine de compagnons, c'est très difficile de garder toute votre équipe avec l'exigence des maîtres. En plus, il faut se battre pour vos clients qui, en général, veulent vite et pas cher. Donc tout ça, c'est un bras de fer au quotidien pour arriver à rééditer ces objets et que quelque part, les maîtres soient fiers de nous parce qu'on n'a pas usurpé leur nom. Alors les monuments historiques vérifient ce que l'on fait. On a des contrats avec ces monuments historiques qui nous permettent d'éditer à l'identique. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand des clients me demandent ça de 3 étages, rose, avec des petits dragons à la place des anges, j'hésite souvent à le faire. Donc vous allez voir quelques lustres du 18e, je n'ai pas pu m'empêcher. Le salon doré de Marie-Antoinette, un sublime lustre qui est au musée Nissim de Camondo, qui est extraordinaire. Pareil, le grand lustre du 18e. Voilà, là, pour moi, quand vous me demanderez quels sont les objets que je préfère, on ramène au 18e, on ramène à ces 2 objets, le lustre de la marquise de Pompadour et cette lanterne qui est au Petit Trianon. Alors ça, c'est l'exemplaire que nous fabriquons nous. Et ça, c'est l'exemplaire du Petit Trianon. On ne le voit pas malheureusement, mais toutes les étoiles sont en diamant. Là, vous avez un énorme saphir entouré de diamants. Vous voyez, on est à ce niveau-là. Beaucoup d'objets que l'on pense en bronze qui appartenaient à Marie-Antoinette étaient en or massif. Et la reine avait des objets extrêmement sophistiqués. Je pense qu'on doit à Marie-Antoinette l'apothéose des arts décoratifs avec le Petit Trianon, où tout est complètement poussé à l'extrême. On doit beaucoup aussi à la marquise de Pompadour, qui était roturière et qui a acheté des biens immobiliers, qui les a décorés et revendus, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque. Les châteaux, on les avait de famille, mais quelque part, elle a emmené sa patte dans des endroits absolument magnifiques, comme l'hôtel d'Évreux, qui est l'Élysée aujourd'hui, mais aussi Champs-sur-Marne, Crécy, enfin beaucoup d'endroits. Je pourrais en parler des heures, donc il faut que je sois rapide pour que je reste dans mon timing. Et des appliques magnifiques de Thomire, un bronzier dont on entendra parler aussi sous Napoléon. Pareil, un bronzier qui a travaillé avec Gouttière, le grand bronzier de Marie-Antoinette, et qui après, à son compte, a travaillé pour Napoléon après les Jurandes, et il est passé de maître à chef d'entreprise. On connaît bien Thomire parce qu'on a ses archives et qu'il y a un livre qui raconte justement toute sa vie. Et il finira avec 800 personnes. Vous voyez, la Révolution française, de maître qui travaille seul, avec 800 personnes dans son atelier, il y a vraiment un changement d'époque. Donc, c'est évidemment le trait d'union pour la prochaine partie, la Révolution française. Ce qui se passe à la Révolution française, hormis tout ce qui s'est passé place de la Concorde, on ne va pas s'étendre, c'est qu'en fait, les Jurandes explosent. Les Jurandes n'existent plus. Et vous avez une nouvelle aristocratie qui va demander ces produits de la grande aristocratie, des rois dans le monde entier, mais qui sont en fait les militaires. Entre ces 2 périodes, vous avez toute cette période de la Révolution française. C'est pour ça que je vous ai mis quelques révolutionnaires et M. Argan, qui a un brevet de lampe à huile dans laquelle il y a un système ingénieux pour que la mèche ne charbonne pas. Vous savez, on doit couper la mèche parce qu'elle charbonne, alors que lui, la met verticale et fait tomber les cendres dans un petit godet. Et vous allez voir les lustres Argan derrière, qui sont très connus, et qui vont en fait être toute cette période de directoire, consulat et du début du Premier Empire. Ce que l'on voit en fait, c'est qu'il y a 2 choses qui disparaissent. Les bougies disparaissent parce que c'est vraiment le symbole de la monarchie, et que sous la terreur, il ne fait pas bon d'utiliser les symboles de la monarchie, on pourrait en perdre la tête. Vous avez le retour des lampes à huile et toute la sophistication de l'utilisation de l'huile, c'est-à-dire un réservoir ici, vous voyez ça c'est un bougeoir, et puis vous y mettez votre petit réservoir avec votre système Argan et votre mèche qui va fondre là. Vous avez un lustre avec le réservoir au centre, et là vous avez un lustre avec le réservoir périphérique. L'idée étant d'éclairer longtemps la réserve d'huile et le fait que l'on n'ait pas besoin de couper la mèche, et l'idée étant de ne pas projeter l'ombre du réservoir contre les murs, parce que ça, ce serait très disgracieux. Mais
surtout, ce métier-là s'appelle la ferblanterie, parce qu'on utilise la plupart du temps du fer. Et pourquoi on utilise du fer? C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, il est interdit d'utiliser du bronze. Parce que quand nous gagnons les batailles contre les Autrichiens, par exemple, on ramène tous les canons des Autrichiens et on crée la colonne d'Austerlitz, la colonne Vendôme, pardon, avec la bataille d'Austerlitz. Mais quand on commence à perdre les batailles, c'est eux qui partent avec nos canons. Et pour défendre la France contre toutes les monarchies qui trouvent que nos idées révolutionnaires, ce n'est pas l'idéal, eh ben, il faut que, notamment Napoléon, défende la France et crée un maximum de canons. Donc plus du tout d'utilisation de métal, de bronze en fait. Donc vous avez ce fer qui est souvent peint en vert pour imiter la couleur de l'oxydation du cuivre, avec des rechampis dorés, etc. Alors j'ai mis ces lustres-là parce que je suis très fier. Nous avons réalisé pour le château de Bussy-Rabutin, avec le Centre des Monuments Nationaux. Et donc là, on a créé ces lampes à huile qui se sont un petit peu sophistiquées, dans lesquelles on ramène un petit peu de cristal pour justement ce fameux cristal optique. Tout à l'heure, je vous parlais de cristaux qui avaient des formes naturelles, de gouttes d'eau, de feuilles, etc. Là, on est dans des cristaux qui ont des formes optiques. Ce sont des amandes taillées à facettes, et ça sert à diffracter la lumière. Donc là, on est dans un jeu à la fois d'un lustre utilitaire, mais quelque part avec quelques cristaux, veut donner l'impression d'un objet un peu plus festif. Ça, c'est la partie de la Révolution française et de la ferblanterie. Tout le monde connaît la fin de l'histoire. Napoléon, on n'a plus droit, on a un empereur. Globalement, pour les lustres, ça ne change pas grand-chose. Sauf que la nouvelle aristocratie va faire que les commandes vont être extrêmement rapides. Il faut refaire tous les intérieurs de tous les bâtiments. On a dégrafé tout ce qui était monarchique pour mettre ce qui est empire. Ce ne sont plus la famille et tous les aristocrates qui vont acheter, mais les maréchaux et la première ligne de Napoléon. Et on va assister à ce genre de décor. Souvenez-vous qu'on a découvert Pompéi et qu'on est toujours dans cette époque néoclassique. On va assister à ce genre de décor, ce genre de grands lustres avec des pampilles. Alors ces pampilles sont fabriquées à Montseny, quasiment toutes au même endroit. Ce sont des pampilles des amandes ou des myrzas, enfin ce sont des pampilles taillées à facettes pour justement diffracter la lumière. Là, on multiplie les sources lumineuses. On a vraiment des décors néo-antiques. Vous le voyez là avec les cariatides ailées, vous le voyez avec ce lustre-là, vous voyez avec ces personnages. Sur mon ordinateur, je vous assure, ça se voyait très bien. Ces personnages qui sont vraiment des personnages de l'antique. Pour ceux qui connaissent un peu l'Empire, on entend souvent parler de Persée et Fontaine. Persée et Fontaine étaient les décorateurs de Napoléon. Mais en fait, Persée et Fontaine n'étaient pas du tout décorateurs, ils étaient archéologues. Donc les décors d'Empire sont des copies pures et dures de ce qu'ils ont trouvé pendant les campagnes napoléoniennes. Et moi j'ai toujours, étant français, pensé que c'était les autres qui nous avaient copiés et que nous on avait dessiné le style Empire. Mais en fait, en allant voir tous ces musées et toutes ces ruines dans lesquelles vous avez ces palmettes et ces décors, je me suis aperçu qu'on était à l'identique. Et c'est en lisant sur Persée et Fontaine que j'ai découvert qu'ils étaient archéologues et qu'on comprend bien pourquoi on est aussi parfait. Donc ces grands lustres, ces grandes pendules, ces grandes appliques, ces feux, tous ces objets empire en bronze doré vont être fabriqués très très vite. Je vous parlais justement de Thomire qui travaillait pour Marie-Antoinette et qui devient ce chef d'entreprise, Thomire à Paris, qui va fabriquer des surtouts de table pour toute l'Europe, des grands lustres, etc. Mais il y a énormément de noms qui sont très connus, les Raviro, les Audio, etc. Et puis, j'ai dû mettre, qu'est-ce que j'ai mis après, Inès? Vas-y, ah oui, alors j'ai parlé de grands décors. Vous voyez les dessins de Persée et Fontaine, par exemple. J'ai parlé de grands décors parce que là, on est dans du décor. On va vite, Louis XV, Louis XVI, commander des œuvres d'art à des maîtres. C'est comme commander une statue en bronze à Michel-Ange, une statue en marbre à Michel-Ange. Là, on a besoin de rééquiper cette nouvelle aristocratie et on va fabriquer les lustres très très vite. Vont apparaître ce genre de lustres. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que les frontières ont bougé. C'est-à-dire que la France, à un moment, c'est beaucoup plus grand, c'est quasiment l'Europe d'aujourd'hui, et puis ça se réduit très vite. Là, vous avez des lustres de style empire, on va dire, mais qui sont vraiment des décors. Je vous mets ça en opposition avec les lustres que je vous ai montrés qui pèsent 300 kg, qui étaient tout en bronze et en cristal de roche, ciselés, dorés, et qui étaient des chefs-d'œuvre. Là, on est avec du bois et du fer, c'est italien, donc toujours ce petit côté empire, mais avec un petit ange. Les Italiens, forcément, il y a un petit peu de romantisme. Là, on a laissé tomber le romantisme, c'est autrichien.
Et là, c'est de la résine. Alors, ce n'est pas la résine que l'on a aujourd'hui, c'est de la poudre de bois et de la colle qui vont créer ce lustre-là. Et là-bas, c'est de la tôle, en fait, qui donne l'impression aussi d'un très beau lustre, mais c'est uniquement de la tôle, des feuilles de tôle. C'est pour vous montrer qu'en fait, on est passé dans la notion de décor. Et ça va encore plus loin dans les lustres en cristal. Là, vous avez des lustres d'Europe du Nord. Celui là-bas au fond, c'est Berlin, c'est Schinkel, Carl Friedrich Schinkel. Le lustre est en plomb, en bois et en fer. On est vraiment dans du faux décor, si vous voulez, comme si c'était du papier mâché. Au milieu, vous avez des lustres d'Europe du Nord, donc russes et allemands, dans lesquels vous avez des lustres que nous on appelle accordéons. Il n'y a absolument rien dans ce lustre. Il rentrerait dans une valise. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes, des verres, de dessous, ça a l'air très meublé, mais en fait, ça pèse 10 kg, quand le lustre de Caffieri pesait presque 300 kg. Donc vous voyez ce 19e, cette accélération qui nous a emmenés dans toute cette Europe, maintenant, avec ses nouvelles frontières, dans des lustres de décor. On continue. Donc je voudrais vous parler justement des grandes entreprises. Et puis, j'ai tendance à dire, moi étant restaurateur de lustres français, normalement, la vie s'arrête au 18e. La Révolution française, après, ce ne sont que des pâles copies. Mais le 19e, et on le voit dans cette salle, nous a quand même fait quelques chefs-d'œuvre et quelques lustres vraiment imposants, avec justement ces grandes architectures. Je vous ai mis quelques images de lustres. Là, vous avez un lustre Louis XVI, à l'antique, néoclassique, mais lui a gardé l'éclairage à l'huile. Parce que l'éclairage à l'huile par rapport à l'éclairage à la bougie, c'est beaucoup plus pratique, ça coûte 1000 fois moins cher. Et qu'est-ce qu'on a après la Révolution française? On a la bourgeoisie. C'est-à-dire on n'a plus l'aristocratie avec Madame la Comtesse ou Madame la Baronne, à qui on doit mettre tant de bougies quand elle se balade dans les couloirs, tant de bougies quand elle reçoit telle personne, où tout est codé, et la bougie est vraiment un symbole important. Là, on commence à s'éclairer, entre guillemets. Donc les lampes à huile sont bienvenues. Là, vous avez un lustre magnifique, qui n'est pas très loin d'ici, qui est un siège social d'AXA, hôtel de la Vaupalière, un lustre qui a été fait pour Louis-Philippe, dans lequel vous avez un lustre à bougie quand vous recevez l'aristocratie. Là, elle est revenue, forcément, les Orléans. Là, vous avez les lampes à huile pour s'éclairer. Et à l'intérieur, vous avez avec un Montebès un système de lampes à huile pour éclairer une table dessous. Donc on commence à se poser beaucoup plus de questions d'éclairage, sachant que sous l'Ancien Régime, le lustre, c'est vraiment l'objet régalien, c'est l'objet de pouvoir. Je vous ai mis encore quelques lustres de ces époques-là qui sont très riches, donc vraiment des lustres à l'antique. Il y a un lustre de Barbedienne qui est très connu, qui est au château de Sceaux, qui est un lustre sublime, qui est un de mes lustres préférés du 19e siècle. Et puis je vous ai mis cette lampe à huile vraiment à l'antique. Donc on va maximiser, si vous voulez, la copie des choses que l'on avait avant. Le gothique va être vraiment du gothique, l'antique va être vraiment à l'antique. Et puis cette petite signature Musée du Louvre qui est dans ce lustre-là, dans lequel vous avez l'original de la sculpture qui a été réduite. Et c'est comme nous, si vous voulez, nous aussi dans nos lustres, il y a des numéros et on sait de quel musée ça vient. Donc j'étais très content de voir que j'ai rien inventé. Au 19e, on faisait déjà la même chose. Après, vous avez ces lustres qui sont, quand je vous ai dit à l'antique ou néo quelque chose, ça c'est la Villa Kérilos. La Villa Kérilos, c'est 1900. Et vous savez, ces lustres dont je vous ai montré les photos avec les polycandélons, quand on était, je ne sais pas, 700 ou 800 ans au début de notre ère. Ce qui est très amusant, c'est que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps quand on a restauré les lustres, où les deux charmantes personnes du CMN sont venues faire une conférence à la lustrerie. En fait, l'architecte qui a dessiné ces lustres-là, parce que ça me posait un problème, moi. La Villa Kérilos est très très juste une villa grecque posée sur la côte d'Azur, sur un rocher. C'est absolument somptueux. Et elle est remplie de polycandélons. Et donc je me suis dit, là on parle de l'Antiquité, ils ont copié l'Antiquité, et pourquoi ils sont allés mettre ces polycandélons qui sont un petit peu plus modernes, et puis il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai appris que l'architecte qui avait dessiné les plans de cette maison avait été, avant d'être architecte, archéologue, et avait fait tous ses stages d'études en Turquie. Donc ça vous rappelle une histoire, mais la Turquie, vous vous souvenez qu'ils se sont éclairés pendant très 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 longtemps avec ces lustres-là. Quand vous allez encore aujourd'hui à Sainte-Sophie, vous avez ces énormes polycandélons qui sont toujours à la mode, entre guillemets, puisqu'ils sont modernes, et qui s'éclairent avec ces lampes à huile. Donc voilà pourquoi ces lustres-là dans la Villa Kérilos ne nous parlent pas forcément des lustres de l'Antiquité, mais de la vision qu'on en a en 1900. Je continue avec des lustres, ah oui, des lustres importants du 19e siècle, forcément. Est-ce que vous connaissez ce lustre? Est-ce que vous avez déjà vu ce lustre? Ouais, je suis un peu déçu là quand même. Ce n'est pas Notre-Dame à gauche, là. Saint-Denis, bravo. Bon, il y en a qui connaissent.
Donc ce lustre-là, il y a quelques années, on l'a enlevé à Notre-Dame. Donc il était tout noir et tout vieux. Et puis, Notre-Dame ne le voulait plus. On l'a gardé pendant 3 ans à la lustrerie, en se demandant qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Moi, j'étais très content de l'avoir parce qu'il est immense. Hein, et c'est un tiers de la pièce que vous avez ici. Et en fait, à un moment, plus personne ne voulait ce lustre-là. Il a fini à Saint-Denis. Juste pour vous montrer, voilà comment était éclairée Notre-Dame à l'époque. Il ne faut pas que j'aille de ce côté. À l'époque de Viollet-le-Duc, les lustres que vous connaissez, que vous avez vus aujourd'hui dans les arches ici, étaient dans la nef et dans le chœur. Et au milieu, vous aviez ce grand lustre-là. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé. Voilà, nous avons restauré les lustres l'année dernière de Notre-Dame et nous avons replacé dans les arches, et pas du tout comme ils étaient à l'époque. Donc aujourd'hui, dans les lustres de Notre-Dame, il y en a un à Saint-Denis et les autres sont à Notre-Dame. Ce n'était pas pour vous raconter ça que j'ai mis ces lustres-là, c'est pour vous parler justement du fait que l'architecte, au XIXe siècle, va commencer à dessiner les lustres de ces décorations, de ces lieux. Et ça, on va continuer, je vais vous montrer d'autres lustres et vous comprendrez pourquoi plus tard. Ah oui, ça c'est les lustres importants. Ça. Si vous me parlez des lustres dont je suis le plus fier, c'est peut-être la restauration du Kremlin et la réédition des lustres du Kremlin que nous avons fait pour le siège social de Huawei en Chine. Donc il fallait imaginer que ce lustre-là fait 10 mètres de haut et 8 tonnes et que nous avons eu une commande d'un client qui nous a dit « Je veux cette salle-là et la fameuse salle blanche, vous savez, avec le tapis rouge où on voit toujours Poutine traverser. » Et que nous nous sommes dit « Banco, on va les fabriquer. De toute façon, ce sont des Français qui les ont fabriqués au XIXe siècle. On devrait être capable. » C'est Félix Chopin, un bronzier français, qui est parti en Russie pour fabriquer ces lustres. Et donc nous avons réédité les lustres du Kremlin. Alors aujourd'hui, malheureusement, politiquement parlant, ce n'est pas très correct, mais je suis toujours très fier d'avoir réalisé ce challenge-là avec mon équipe d'une trentaine ou d'une quarantaine de compagnons, sachant qu'à l'époque, Félix Potin à Saint-Pétersbourg, ils sont presque 1 millier pour fabriquer ces lustres-là pour le Kremlin. Dans un niveau de qualité complètement fou, si vous zoomez chaque pièce, vous avez le niveau de qualité que l'on avait au XVIIIe siècle, parce que quand on travaille pour les tsars, c'est comme quand on travaille pour Louis XIV, il faut marcher droit. Je continue avec les lustres du XIXe, ça aussi c'est un joli projet. Alors là j'ai été obligé de vous parler des lustres à travers les projets de la lustrerie, mais je vous parle des lustres qui sont faits pour des lieux, contrairement aux lustres que vous avez vus avant, qui étaient faits pour des moments. C'est-à-dire que je vous disais, dans tous les tableaux, on voit le même endroit avec différents lustres, parce qu'un lustre n'était pas fait pour un lieu, mais pour un moment. La marquise de Pompadour, Louis XVI, Marie-Antoinette avaient une collection de sublimes lustres, et ils vous demandaient de les mettre là ou là, pour quelque chose, pour un dîner, pour un concert, pour qu'il se passe quelque chose, avec le jeu justement de bouger et de ne pas voir que l'on changeait les bougies, comme changer les tables. Je regarde le CMN parce que ici à l'hôtel de la Marine, ils connaissent quelque chose que peu de Français connaissent, qui sont les tables volantes, où pendant que vous regardiez la pièce d'à côté, on vous changeait la table descendait dans le sol, on vous en mettait une nouvelle, et vous passiez du poisson à la viande en un claque de doigts. Et ça, c'est assez extraordinaire pour le XVIIIe siècle. Ça, c'est le lustre que nous avons fait pour le théâtre impérial au château de Fontainebleau, qui est 19e, et que je vous ai mis pour vous parler juste encore une fois de ces lustres qui ont huile et bougie, et que l'on voyait rarement avec les deux. C'est-à-dire que vous aviez le lustre à bougie ou le lustre à huile. C'est une histoire amusante. On a refabriqué ce lustre en récupérant dans un panier en osier les pièces d'origine. Le théâtre impérial à Fontainebleau est dans un état de conservation complètement fou. Tout est d'origine. Il a été très peu utilisé par Napoléon III. Malheureusement, le lustre a été transporté de Paris au Mobilier National, et quand il est revenu qu'un petit morceau de bronze, en fait, quelques bras, quelques morceaux de la couronne, et rien d'autre. Et nous avons refabriqué ce lustre-là, dont j'étais très fier à l'époque. Je peux continuer. Voilà, alors tout ça pour vous emmener à la notion d'architecture et de lustre. Parce qu'en fait, ce qui va se passer à la fin du deuxième moitié du XIXe siècle, c'est que va arriver le gaz. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'électricité, hein, des arcs électriques, la machine à faire le vide, le début des ampoules, etc. Mais là, on va parler du gaz. Le gaz qui arrive aux États-Unis au milieu du 19e et chez nous un peu plus tardif, va faire qu'en fait, les lustres vont être dessinés par les architectes. Parce que le fait que vous ayez du gaz fait qu'en fait, le lustre, pour le coup, il est sédentaire. Là, il ne bougera pas. Il est au bout d'un tube avec un manchon étanche pour pouvoir éclairer la pièce. Ça, ce sont le lustre que nous avons refait pour l'opéra de Philadelphie. Alors, quand les lustres passent au gaz, en général,
quand les lustres passent du gaz à l'électricité, on coupe tout ce qui est gaz, ou on renverse les bras pour que la lumière aille vers le bas et que le lustre ressemble à un lustre électrique. C'est ce qu'on avait trouvé à Philadelphie, on a refabriqué le lustre. Ça, c'est un de mes lieux emblématiques pour moi en termes de lustrier à Paris, c'est le Palais Garnier. Quand on a restauré les lustres du Grand Foyer, on a sorti ces lustres par les fenêtres parce qu'ils étaient trop lourds pour poser sur le sol. Et on a restauré ces lustres. Alors, je suis très fier parce que j'ai fait ça il y a 25 ans, donc vous imaginez. Je ne vous dis pas mon âge, mais c'était le début de ma carrière. Et en fait, ces lustres-là, complètement dessinés par Charles Garnier, comme tout le décor que vous avez autour. Rien n'est laissé au hasard. Charles Garnier, c'est un Grand Prix de Rome. C'est un artiste complet qui va tout dessiner. Et là, pour moi, ça change beaucoup. Parce qu'on n'est plus dans l'œuvre d'art qui est fait comme un bijou qu'on pourrait vous offrir. Là, on est dans la suite du trait du bâtiment. Donc les lustres là sont faits avec des lumières vers le haut qui répondent au plafond, des lumières vers le bas qui éclairent les personnes, qui éclairent le mur, tout se répond. Si vous enlevez les lustres de ces décors-là, ce n'est pas possible. Dans une pièce comme ça, vous pouvez faire un bal en mettant que les lustres latéraux, vous pouvez faire un dîner en mettant que le lustre central, vous pouvez jouer comme vous voulez avec les lustres. Alors que dans cet opéra, si vous enlevez les lustres, vous ne comprenez plus les décors, vous n'éclairez plus les décors, et les décors qui sont faits pour rendre hommage aux bougies, quelque part, ont des décors qui sont striés avec de l'or, différentes couleurs d'or, et vous ne pouvez pas les comprendre sans les lustres. Un petit peu plus loin, voilà, donc c'est ce travail que je parle d'architecture. Ça, c'est un de nos plus beaux chantiers, je pense. C'était une quinzaine d'années avant le Kremlin. L'Opéra de Monaco me téléphone, et en fait, on travaille pour l'Opéra de Monaco. Donc l'Opéra de Monaco a été construit par Charles Garnier, dessiné par Charles Garnier, et c'est ce qui a financé la fin de l'Opéra de Paris, puisque l'Opéra de Paris est commandé par Napoléon III, mais il n'y a plus Napoléon III pour l'inauguration de l'Opéra de Paris. Les finances arrivent de Monaco en échange d'une salle de spectacle réalisée par Charles Garnier et tous les artistes qui ont travaillé à Paris. Donc, à Monaco, ils ont un lustre encore plus beau que celui de la salle de Paris, sauf qu'ils l'ont plus, forcément. Comme je vous ai dit, le passage au gaz a fait qu'il a disparu. Et quand je vais visiter la salle, je n'ai que la partie plafonnier en cristal ici qui bouche le trou. Et j'ai l'impression que je suis devant un lustre des années 30 et que le grand lustre de Monaco est perdu. On retrouve dans les archives une photo, puis un descriptif, et grâce à la photo, on va refabriquer ce lustre. Donc 5 mètres de haut, 500 lumières, 5 tonnes, différentes couleurs d'or. On peut rentrer à l'intérieur. Vous voyez, il y a des personnes qui marchent à l'intérieur du lustre. Absolument quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là que j'ai compris cette notion justement de décor qui fait que vous avez des verrines ici avec du gaz qui éclaire le plafond. Là, vous avez aussi des éclairages. Vous avez cette partie-là qui éclaire ce grand décor. Vous avez cette partie-là qui éclaire les loges et la partie la plus riche du décor. Et là, qui va éclairer vers le bas. Et ça, c'est vraiment une logique d'architecte, si vous voulez. L'architecte a dessiné son lustre. On continue. Voilà d'autres lustres que vous avez de Charles Garnier. Vous voyez, avec ce décor pour éclairer le plafond, pour éclairer une peinture à un endroit et puis pour éclairer le bas. Donc, alors ça, ça ressemble à un lustre de Charles Garnier, mais c'est l'Opéra Comique à Paris. Opéra Comique, lustre qui a été dessiné au début du XXe siècle. C'est Christophe qui l'a réalisé, et cette électricité, comme vous avez vu le gaz, sert à éclairer le décor, si vous voulez. Donc, c'est le lustre du décor. Et en bas, c'est la rotonde des abonnés de l'Opéra de Paris. Et donc, on avait refabriqué ces lanternes à l'époque, qui sont vraiment un élément d'architecture. Si vous enlevez ces lanternes, ben c'est un hall de gare, la rotonde des abonnés. Si vous mettez ces lanternes, c'est un lieu magique. Pour la petite anecdote, je me fais plaisir, je vous le dis, dans la photo d'avant, vous avez caché la signature de Charles Garnier, qui n'a pas signé son opéra, mais qui a mis sa signature sur la rotonde qui est là, en plein milieu de la rotonde des abonnés. Donc, le tournant du siècle, on arrive au début du XXe siècle, avec l'électricité. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre une photo d'Edison. Donc, Edison va être la personne que l'on connaît comme étant l'inventeur de l'ampoule. Vous pouvez lire des heures là-dessus. L'ampoule, ça existe depuis longtemps, mais c'est la machine à faire le vide qui va permettre de stabiliser le filament et d'avoir les ampoules qu'on connaît aujourd'hui, qui ne font pas de bruit, qui ne sont pas dangereuses, qui n'ont pas un filament qui fait mal aux yeux, comme le carbure à l'époque, ou comme les décharges de charbon, et comme les ampoules que l'on a inventées. Pour vous donner un ordre d'idée, le chantier de l'Opéra de Paris et le chantier de l'Opéra de Monaco étaient éclairés à l'électricité. Le chantier, pour construire une salle d'opéra au gaz. Parce que l'électricité, c'était pas stable, ça faisait du bruit, mais quand on voit les images et les gravures du chantier, on a des grandes boules
avec un filament qui fait et qui va permettre d'éclairer, mais qui n'a pas la stabilité de l'ampoule Edison que l'on connaît aujourd'hui. C'est l'ampoule avec laquelle on vit, qui est stable. Donc Edison va créer l'ampoule, déposer le brevet de l'ampoule, va avoir un procès de l'anglais Swan qui dit que c'est lui qui a inventé l'ampoule. Au bout d'un petit moment, plutôt que de se battre, ils vont s'associer. Et à l'époque, les ampoules s'appelaient Edison Swan ou Ediswan. Je ne sais pas pourquoi l'histoire n'a retenu que le nom d'Edison, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez des lustres à l'électricité. Donc on change un petit peu. On est en 1900. Donc ce qui est amusant, c'est la nouvelle électricité. C'est pour ça que vous avez des chauves-souris, l'animal de la nuit, qui tient entre ses pattes l'ampoule, qui vous emmène cette nouvelle source électrique. J'adore ce lustre. Et puis vous avez ces lustres Art Nouveau, comme le lustre châtaignier, qui en fait, pour la première fois de l'histoire, a la lumière qui descend. Les lustres pour les flammes avaient forcément les lumières qui montaient. Et là, on redessine tous les lustres avec la lumière qui descend. Entre les deux, que tu n'as pas montré, il y a un lustre de nos collections que j'aime beaucoup, qui est Jack Adney, qui est de 1925 ou 26. Et en fait, c'est une ampoule à filament. Ce n'est pas un tube de néon, comme on pourrait penser, comme on a dans les années 70, mais c'est une ampoule avec un long filament. Et c'est un lustre moderniste des années 20. Après, je vous ai mis quelques lustres que j'aime beaucoup de cette période Art Nouveau, parce que pour nous, les lustriers, si vous voulez, le gaz et l'électricité, ça remet les pendules à zéro. C'est-à-dire qu'on doit redessiner des lustres autour de cette nouvelle possibilité qui est de faire descendre la lumière. Donc on reprend les décors qu'on avait à l'époque avec le cristal, mais cette fois-ci, ce sont des cascades d'eau avec l'ampoule à l'intérieur. On met l'ampoule derrière des verres, comme c'est ce lustre de Jeanne Philot, où on a ces lustres de Joseph Hoffmann, qui sont 1900 aussi, qui sont des lustres baroques inspirés de la nature, un grand palmier, mais cette fois-ci qui cachent des ampoules qui éclairent vers le bas. Donc ces lustres-là, pour l'époque, sont extrêmement modernes. Puis on continue avec ces grands lustres art déco des décors parisiens que vous connaissez, la mairie du 5e, avec toujours cette notion de jouer avec le cristal pour faire des cascades d'eau. Moi, ça me rappelle quasiment les lustres à lacets, ça. Si on n'a que ces petites perles qui vous racontent quelque chose de naturel, sauf que les sources sont cachées à l'intérieur. Et puis Jacques-Émile Ruhlmann, ce fameux grand lustre très connu, qui pour moi représente un peu la notion de cascade d'eau et de cristal. Donc, le déclin et le renouveau du lustre. Donc, c'était important dans ma présentation que je vous explique que le lustre, en fait, à partir de ce moment-là, n'est plus l'élément central de l'architecture, n'est plus l'élément central des maisons, n'est plus l'élément central des grands maîtres, et que nos architectes modernistes vont créer des intérieurs sans lustre, avec des appliques, avec des lampadaires, ou bien des intérieurs avec ce genre de lumière cachée dans des éléments d'architecture, donc les plafonniers, les décors qui n'ont absolument aucun lustre. Ça va faire naître les décors des années 80-90 avec les fameux lampadaires halogènes, avec les 500 watts que tout le monde a connus et qui ont vraiment remplacé les lustres. Donc là, si vous voulez, c'est quand moi j'arrive à la lustrerie. On est au début des années 90, ma maman est là, je suis fils de lustrier et j'arrive au moment où faire des lustres, c'est vraiment pas du tout un métier en vogue et on pense que les lustres vont s'arrêter, que c'est quelque chose qui va disparaître. Plus d'architectes utilisent des lustres, la lumière des lustres est blafarde, pas jolie, les lustres de nos parents ont encore des toiles d'araignée et des mouches mortes à l'intérieur, et on voit la fin du lustre. Et moi, quand j'arrive dans ce métier, si vous voulez, donc j'ai 20 ans, et je me dis, mais pas du tout, en fait, c'est qu'on s'est trompé. Maintenant qu'on sait s'éclairer sans lustre, revenons à mettre au centre de la pièce un objet qui porte justement les valeurs d'un très bel objet, les valeurs que l'on veut montrer, et surtout qui embellit le centre de la pièce. Donc, le renouveau du lustre. Ah oui, je vous ai mis Ingo Maurer, parce que ça n'existe pas des beaux lustres dans les années 80 quand je commence à dessiner des lustres. Il n'y a vraiment rien du tout. Vous avez des restes de Poulsen ou de certains modernistes, mais qui sont que la fin de quelque chose. Et puis vous avez cet artiste qui m'a beaucoup inspiré, qui en fait, lui, avait remis de la poésie dans les lustres, et notamment ce lustre que vous avez au milieu, la Birdie, où ce sont des ampoules et des ailes d'ange qui font monter ces ampoules dans votre intérieur. Ce grand lustre aussi de vaisselle éclatée, qui sont pour moi ceux qui m'ont... Alors je vais commencer à parler de moi parce qu'à partir de là, je suis dans l'histoire des lustres. Alors qu'avant, je l'ai juste regardé, restauré, vu, mais pas vécu. Donc Ingo Maurer m'inspire. Derrière, vous avez les lustres de mon papa, des lamelles d'aluminium entortillées. Et ces lustres sont très modernes, mais je le comprends que plus tard. Pour moi, quand je suis jeune, ils ne me plaisent pas ces lustres parce qu'ils n'éclairent rien. Donc je mets ce lustre dans mon salon ou dans ma chambre et ça n'éclaire absolument pas.
Et donc, je suis déçu. Forcément, parce que je suis à cette époque-là. Mon père, en tant que précurseur, avait créé ces coquillages, cet objet, que pour que l'objet soit présent, en fait. La lumière de l'objet s'éclaire lui-même, pas la pièce. Et là, on revient aux 9 petites bougies du lustre de la marquise de Pompadour. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous mettre à côté les couleurs qui sont la génération d'Inès. Quand Inès est arrivée à la lustrerie, donc Inès c'est la génération actuelle de la lustrerie, elle a remis au goût du jour les lustres de son grand-père en leur mettant des couleurs amusantes. Et ça fonctionne très bien aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler des lustres dans l'architecture. Donc, je reprends la société familiale et quelque part, mes clients les plus fortunés, donc on est dans les années 90, n'habitent plus dans des grands palais, ne font plus construire des grands palais, à part peut-être un émir et un richissime chinois, mais le reste du monde, les gens les plus riches habitent dans de très beaux appartements. Et donc je me retrouve avec des gens extrêmement fortunés qui me disent à Tokyo, à New York, à Singapour, à Bombay, à Moscou, j'ai un salon qui est grand comme ça, c'est tout vitré, je vois tout le port ou tout le parc, j'ai une grande salle à manger, je veux un grand lustre. Mais je veux quand même continuer à avoir la vue, je veux avoir cet objet extraordinaire. À toi, Régis, de me dessiner quelque chose qui fonctionne avec ces nouvelles architectures. Pensez que mes prédécesseurs, les Mallet Stevens, etc., ils n'avaient pas dessiné les lustres. Donc moi, j'arrive feuille blanche. Et voilà les lustres que je commence à dessiner, qui sont ces grandes roues, si vous voulez, en cristal de roche, où j'utilise le bronze et le quartz. Je cache la lumière à l'intérieur comme mes prédécesseurs dans les années 30. Je fais ces grandes navettes de quartz comme mes prédécesseurs avaient taillé le quartz des lustres au XVIIIe. Et je crée ces architectures extrêmement simples en fait. Imaginez que le lustre de droite fait 7 cm de hauteur. Donc quand il est au-dessus de votre salle à manger et que vous êtes debout et que vous l'avez mis à la bonne hauteur, il disparaît. Vous pouvez voir les nuages, le port ou Central Park sans que mon lustre apparaisse. Et quand vous êtes à table en dessous, apparaît ce parquetage de quartz. Comme c'est du quartz, ça rend les pièces uniques, quartz noir, quartz fumé, etc. Et ce qui fait qu'avec ces lustres-là, je ramène ce côté de noblesse de l'objet accroché au plafond dans les appartements qui pouvaient jusque-là très bien se passer de moi. Donc je vous ai mis encore quelques objets que j'ai dessinés. Voilà, celui-là j'en suis très fier, c'est un oursin. Donc je me suis inspiré des dessins de Henkel, donc des dessins très connus dont Eiffel s'est inspiré aussi pour la tour Eiffel et qui ont inspiré énormément d'artistes. Vous avez une boule au milieu avec 800 pierres précieuses, donc citrine, grenade, topaz, je mets ce que vous voulez. Quand vous êtes debout à la bonne hauteur, le disque disparaît, vous ne voyez que la boule avec les pierres qui sont éclairées. Évidemment, une lumière zénitale, parce que mes lustres sont souvent aujourd'hui sur des tables de salle à manger. Et vous avez ce grand disque, l'exosquelette, donc l'exosquelette qui tient le lustre comme ces animaux à l'époque, enfin ces animaux tout court. Et quand vous êtes assis, vous découvrez toutes les alvéoles qui sont éclairées. Donc, vous voyez, ces lustres-là, j'essaye de raconter une histoire, de faire quelque chose de très beau, mais quasiment en 2 dimensions, plat. Alors que j'ai l'habitude de dire que je travaille en 4 dimensions, moi, avec les 3 dimensions de la sculpture et la lumière. Et puis voilà un autre lustre que j'aime beaucoup, toujours inspiré d'Eckel. Donc c'est une grande méduse. Et là, je m'amuse avec l'ombre, si vous voulez. C'est-à-dire que l'ombre du plafond, là, ce que vous voyez comme étant un petit peu des vagues, ou que j'ai créé comme étant les 20 milieux sous les mers, en fait, c'est le lustre qui crée ça. Et quand on est sous le lustre, on a l'impression d'être sous la mer avec les méduses. Quand j'ai créé ce lustre-là, c'est parce que j'en avais marre de faire des triangles, des carrés, des formes plates avec les Saturnes et les orbites et toute la collection, et que j'avais envie de revenir à ce que crée Caffieri, si vous voulez. On s'inspire de la nature, et avec du bronze, on crée un élément extraordinaire avec des tentacules en cristal de roche. Et on est, pour moi, c'est pas moderne, c'est juste une continuité de ce qui était fait avant. Vivant dans les chefs-d'œuvre du XVIIIe siècle, je ne pouvais pas créer au XXIe siècle ou XXe siècle quelque chose de pauvre. Donc voilà les lustres de la lustrerie. Encore plus comme un objet unique, ça c'est un lustre qui s'appelle Unchained Nature. Donc vous allez me dire, j'ai pensé à ça pendant le Covid. Non, je l'ai fait pendant le Covid, mais j'y ai pensé avant. En fait, vous partez de chez vous, puis vous revenez des années après, et la nature a repris le dessus. Ce n'est pas quelque chose qui descend, mais quelque chose qui monte. C'est pour ça que ça vient forcément d'une autre pièce, du sol, et que ça monte, ça monte, ça monte, puis à un moment ça redescend, ça cherche la lumière, et en fait c'est une œuvre d'art, c'est une installation, puisque on expose à Art Basel, donc c'est mieux que je dise que mes lustres sont des installations plutôt que des lustres, c'est plus commercial. Et en fait, si vous voulez, je le crée autour d'un lieu
avec la lumière, avec la recherche du naturalisme. Et j'ai encore l'impression de marcher dans les pas du baroque et de l'art nouveau et de tous ces moments de la vie où on a voulu s'inspirer de la nature. Continue. Voilà, maintenant, normalement, je n'aurais pas dû vous parler de Mathieu Lussery avant maintenant, mais maintenant, je vous parle 2 minutes de Mathieu Lussery. Je suis dans les temps ? Non. Non, bon. J'ai un peu dépassé. Donc voilà, Mathieu Lussery, c'est dans le Luberon. C'est une entreprise, comme on vous l'a dit au début, et j'en remercie, qui est vraiment la mission de cette entreprise, puisque c'est une entreprise à mission, c'est de partager avec le public l'histoire des lustres. C'est ce que j'ai essayé de faire avec vous ce soir, mais c'est vraiment ce que nous faisons dans le Luberon. Pour ce faire, nous avons restauré une ancienne usine d'ocre. C'est très grand, c'est dans un très joli parc. C'est ouvert au public, et dans lequel vous passez à travers les lustres, à travers un musée, une grande salle qui est... Ah, non, ça c'est la marine. Voilà, une grande salle dans laquelle, vous voyez, je vous ai parlé de la Galerie des Glaces, de Jacques Cafieri, de Louis XVI, etc. Vous passez à travers les siècles. Quand nous sommes fermés, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez une balustrade ici, vous avez la même histoire, mais vue de l'extérieur. Vous avez des QR codes qui vous racontent une histoire pour toutes les générations. Il y a même une histoire pour les enfants. Et en fait, si vous voulez, ça c'est gratuit et c'est ouvert au public toute l'année. C'est ça qui est intéressant pour nous. C'est la manière dont vous allez voir les lustres qui vont faire que vous allez utiliser correctement des lustres et que vous allez pouvoir utiliser des métiers au service des lustres. On continue. Donc voilà, des photos de la lustrerie. Voilà nos ateliers. Alors vous voyez, c'est facile pour nous de restaurer les bustes du Kremlin. Là, il y a 14 mètres de hauteur sous plafond. Donc c'est facile, on a beaucoup de hauteur. Dieu merci, à l'époque, ils faisaient des très grands tas d'ocre et ils avaient besoin de hauteur. Et on a pu avoir la chance de récupérer ces bâtiments. C'est entre Apt, Gordes, Roussillon, je ne sais pas si vous connaissez cette région, et c'est tout rouge parce que ce sont les anciennes usines d'ocre. Donc, ce n'est pas un scoop, on l'a dit, et je suis très très fier, surtout quand je suis à Apt dans le Luberon et que je raconte ça, d'avoir un atelier place de la Concorde dans l'hôtel de la Marine, qui était à l'époque le garde-meuble de la Couronne. Donc, je suis encore ému de le dire aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire pour nous et une preuve de confiance parce que on est quand même une entreprise, alors on a fait énormément de chantiers parisiens, on a toujours été établi à Paris, mais on est une entreprise provinciale qui travaillons dans le monde entier. Et je crois que ce qui a été le plus dur dans ma vie, ça a été d'être reconnu par mes pairs parisiens. Mais grâce à l'hôtel de la Marine, j'y suis arrivé. Ça a été plus facile pour moi d'exposer à Art Basel que d'exposer à la Biennale des Antiquaires, il faut le savoir. Donc voilà, nos différents métiers au service des lustres, la restauration, Maxence tout fier à Notre-Dame de Paris, Jules ici dans l'atelier du garde-meuble, la réédition d'anciens, vous voyez, donc tous ces jeunes, c'est super, il y a beaucoup de filles, c'est un métier qui s'est très féminisé. Aujourd'hui, dans la ciselure, la monture, les plus grandes bains de dorure du monde, l'éclairage, donc la mise en lumière des lustres avec des brevets d'ampoules, donc ça c'est une vraie flamme. Puis vous avez l'Evo 6 qui est dans les appartements de l'intendant, l'Evo 5 qui est ici, qui est une flamme qui éclaire plus qu'une vraie flamme, mais qui est plus cohérente avec les décors du 19e siècle. Et l'Evo 4, ça c'est depuis qu'Inès travaille avec moi à l'entreprise, une ampoule trop puissante, mais que nous mettons quand même dans les restaurants, les couloirs, les montées d'escalier, etc. Toutes ces ampoules ne voulant que ressembler à des flammes avec la mèche et la flamme. Enfin, vous avez ici les rétroéclairages à l'intérieur du lustre. Un métier, voilà, la création contemporaine. Donc ces lanternes que j'ai dessinées ici pour la cour d'honneur en bas, que vous avez, j'espère, vu. Et puis un lustre, alors c'est amusant, j'ai mis ça parce que pour ne pas vous montrer que je ne crée que des choses un peu contemporaines et minimalistes, ce lustre, quand il est complètement déployé, il fait 12 mètres de haut. C'est pour une cliente indienne très connue, une fondation d'art contemporain. C'est la vie de Krishna, donc une feuille de lotus, des feuilles de pan, des pans avec des lampes à huile. Et puis vous avez ici la Terre, l'air, la galaxie, le globe terrestre avec Krishna qui descend. Krishna, si vous voulez, c'est un petit peu Jésus. Il est descendu sur Terre pour laver les péchés de tout le monde. Et quand vous faites tout ce chemin initiatique, vous retrouvez dans le cosmique, la galaxie, et un retour à zéro, puisque dans ces cultures-là, il y a toujours un retour à zéro. Donc je suis très fier d'avoir dessiné un lustre sur la vie de Krishna. Je vous avoue que j'avais un peu bu quand j'ai dit oui à la cliente, mais je l'ai fait. Et puis là, vous avez les manières dont nous avons aussi dont nous partageons nos passions à la lustrerie. L'hiver, nous faisons régulièrement une exposition sur l'automobile que nous éclairons avec nos lustres. Et alors, il vient un public complètement fou à la lustrerie. La dernière exposition que nous avons faite, entre Noël et Jour de l'An, ouvert que la nuit, de 17h à 21h, au bout du monde, vraiment au bout du monde.
on a eu 55 000 visiteurs. Donc c'est Lumière sur l'automobile, un partenariat avec le Salon Rétromobile à Paris, un partenariat avec le Château de Chantilly et le concours d'élégance Art et Élégance. Donc voilà comment marier nos passions. Et l'été, nous faisons une exposition qui n'est pas une exposition automobile, en déplaise au public. Et la plus belle que j'ai faite, on ne la voit pas vraiment parce que je suis en train de la monter. Je me suis servi du grand bâtiment que nous avons en bas, le dernier bâtiment de la lustrerie, pour recréer la nef de Notre-Dame. Et pendant tout l'été de la restauration, enfin de la fin de la restauration de Notre-Dame, nous avons ouvert au public pour que le public vienne voir les lustres de Notre-Dame éclairés, restaurés, comme ils devaient être à l'époque, c'est-à-dire la nef, le chœur, la chapelle axiale, etc. Et le public était très ému de visiter en avant-première Notre-Dame. Là, vous avez un lustre tout noir. C'est un lustre, c'est le dernier que nous avons restauré, qui est resté là-bas pour montrer comment ils étaient quand ils sont arrivés. Et c'était vraiment un très beau moment. Vous voyez, les lustres, ils sont magnifiques. Les lustres des monuments historiques, dans notre usine d'Ocre, sont absolument à tomber. Et vous prenez le temps de les regarder. Dans un décor comme le Palais Garnier, il faut vraiment passer un moment pour arriver à tout détailler, jusqu'à détailler chaque petit détail des lustres. Mais quand moi je les sors, ils sont sur des briques rouges et ils existent tout seuls. Et là, le public les voit et après les reconnaît et continue à les voir dans les monuments historiques. Ah oui, évidemment, Mathieu Lustrerie, c'est au service de la mode. Nous faisons quasiment tous les lustres des grandes boutiques de mode, des Louis Vuitton, des Chanel, etc. Ça, c'est pour le dernier défilé de mode d'Yves Saint Laurent, où ils nous utilisent des lustres chez nous très régulièrement. Enfin, l'avenir, vous voyez forcément, l'avenir de la lustrerie, c'est Inès qui est là, que je vous ai mis de dos et de face, parce que je suis très fier, voilà. Je suis très fier, si vous voulez, que cette entreprise passe les générations avec les valeurs de notre famille. Parce que si j'avais été obligé de vendre l'entreprise, je sais que j'aurais trouvé acquéreur, qui aurait continué à faire nos métiers, qui l'aurait sûrement bien fait, mais quelle idée d'aller restaurer des bâtiments, de faire du mécénat, d'ouvrir ses ateliers au public, de recevoir du monde la nuit à Noël. Donc là, il faut être né dedans, à mon avis. C'est la chance que j'ai eue moi et c'est ce qu'aujourd'hui Inès continue à promouvoir vraiment très bien. Et donc j'étais fier de finir sur une touche d'optimisme avec ces métiers. Métiers d'art qui ramènent énormément de jeunes qui viennent travailler avec nous, qui passionnent les gens qui viennent nous visiter, qui passionnent les compagnons qui travaillent avec nous. Et on a vraiment beaucoup de chance de faire ces métiers, on est dans des lieux extraordinaires. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Voilà, j'ai fini.